Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Guillaume. Écoutez, je vous propose de démarrer. Mon nom est Patrick Giré-Deloison. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom du Forum de l'innovation technologique et de la transformation. Pour celles et ceux qui ne le sauraient peut-être pas encore et qui découvrent notre association à cette occasion, sachez que FIT-France, le Forum de l'innovation technologique et de la transformation, c'est une association qui s'est donnée comme objectif de rassembler les managers de la transformation, de créer des espaces d'échange, de partage, d'expérience et d'expertise autour de toutes les thématiques de la transformation des organisations, des entreprises, sous l'effet de la technologie. Et cette association, entièrement animée par des bénévoles, organise 5, 6, 7 fois par an ce que nous appelons des rencontres, qui sont des forums avec plusieurs dizaines de personnes sur des thématiques où nous apportons des regards croisés sur le sujet. Alors ces thématiques, je vais prendre la dernière, au mois de février, avec près d'une centaine de personnes, c'était l'investissement responsable est-il en capacité d'attirer les fonds? Et nous avions à la fois un membre du comité exécutif de la BNP, la Banque Richelieu, la direction d'un fonds d'investissement, un certain nombre d'autres intervenants qui ont croisé leurs regards dans ce que nous appelons effectivement ces rencontres parce qu'elles sont des moments d'échange. L'association FIT-France regroupe des entreprises de toute taille. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a à la fois des startups et des représentants de très, très grandes entreprises mondiales, avec cette intention qui est de partager et échanger multifonctionnel et multisectoriel. Donc, il n'y a aucun a priori. Et l'idée, c'est vraiment de créer ces temps-là. Évidemment, à l'heure du Covid, on ne peut plus faire nos réunions physiques, on ne peut plus avoir cet échange, mais on s'est dit qu'il était important de continuer à engager et justement de traiter dans cette actualité des questions opérationnelles. Et typiquement, et c'est celle que nous aurons à traiter aujourd'hui dans les 40 minutes qui viennent, ce sont les mesures d'urgence et de financement à l'heure du Covid-19. Mais on a voulu le faire d'une façon un peu particulière et avec deux intervenants tout à fait remarquables qui vont là aussi croiser des regards sur leur appréhension à la fois de la problématique et le comment on fait. Et nous avons deux intervenants et je le dis tout de suite, nous allons avoir tout un temps d'échange à travers les questions que vous allez poser dans la zone qui est à droite sur votre écran. Et vous aurez des sondages au cours de cette conversation afin d'alimenter la discussion qui va s'en suivre. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Isabelle Machola, qui est la CEO et cofondatrice d'Isaït. C'est une plateforme solidaire d'impact sourcing et elle est ingénieure de formation. Donc c'est une start-up fondée par une femme dans la tech. Signalons-le, il n'y en a pas assez en France. Et elle a une large expérience chez EDS, chez Dell, chez Publicis. Et cette expérience l'a amenée au travers de sa réflexion et de son intérêt marqué pour les causes sociales qui lui tiennent à cœur, à créer Izaït. Elle va en parler elle-même. Je vous dis simplement qu'Izaït, qui a été créé il y a 4 ans maintenant, 4 ans et demi, donne du travail à plusieurs centaines de personnes. Et par ailleurs, nous avons Guillaume Wittrich, qui est avocat associé au cabinet White & Case. Alors, vous pourriez dire, c'est un peu étrange de demander à un avocat de parler de financement. Eh bien, c'est justement ça l'intérêt, c'est d'avoir un double regard de sa part. Il est associé au département Corporate Fusion et Acquisition à Paris, ainsi qu'au Private Equity. Il a une très, très bonne connaissance des opérations de capital risque. Il conseille des fonds dédiés, il travaille avec des sociétés tech, des startups innovantes.
et il est très, très orienté solutions pratiques et opérationnelles. Et c'est pour ça que nous a semblé intéressant d'avoir Brighton Case Is8, membre de notre association, venir dialoguer avec vous aujourd'hui. Et écoutez, sans plus attendre, je vais peut-être passer la parole à Guillaume pour qu'il nous donne un petit peu le contexte général et puis, écoutez, dialoguer avec Isabelle qui elle-même est en train de manager la crise du Covid. Elle nous le dira comment et avec quelle perspective, et ensuite rentrer dans cette phase d'échange. Encore une fois, la partie à droite du chat, elle est là pour que vous posiez vos questions les uns les autres et je les remonterai à nos intervenants. Guillaume. Merci beaucoup, merci Patrick. Merci à Fit France aussi de nous donner l'occasion d'échanger. L'idée, tu l'as dit, c'est que vraiment ce soit un échange. Donc l'objectif ici, c'est d'apporter des réponses concrètes. J'attends avec impatience les questions qui seront posées dans le chat parce que l'intérêt, c'est que on en reparte tous avec des informations utiles et des retours d'expérience. Ce qu'il y a à dire du point de vue juridique, et ça sera un échange avec Isabelle parce qu'elle a l'expérience du terrain, elle le vit différemment. Moi, je le vis en tant que conseil, mais c'est qu'il y a une immense mobilisation pour essayer de faire face à la crise. Et je pense que ce qui est difficile aujourd'hui, lorsque l'on est entrepreneur et qu'on a la tête dans le guidon, c'est de garder vraiment l'esprit de maintien du lien, d'abord de maintien du lien avec ses équipes. Et ça, c'est des vrais challenges de management et Isabelle en parlera très bien. Et puis, il y a une logique très juridique et très financière où il faut être extrêmement méthodique pour essayer d'abord, évidemment, d'améliorer sa trésorerie, de continuer à aller chercher des financements. On en parlera parce que les choses continuent à bouger et lorsque l'on est en phase de recherche de fonds, et je comprends que ça concerne un certain nombre de participants aujourd'hui, il ne faut pas penser que la crise a tout arrêté, et puis essayer de bénéficier au maximum des différentes aides gouvernementales qui ont été mises à disposition. Peut-être qu'on pourra prendre quelques instants pour y revenir. Il y a eu au début un effet d'annonce très important, peut-être un manque de lisibilité, mais aujourd'hui on a des dispositifs qui sont très très bien en place et qui répondent à peu de choses près aux besoins de toutes les tailles, c'est-à-dire évidemment des grands groupes, des PME, des ETI et peut-être un petit peu moins bien, on en parlera, mais aussi des startups sur les questions de financement. Ça, c'est pour la partie financement. Et puis, il faut, on en parlera et c'est à vous de poser les questions si vous voulez qu'on approfondisse ces points, aller chercher toutes les solutions qui permettent d'optimiser sa trésorerie et de faire le dos rond en période de crise. Il y a des mesures fiscales, il y a des mesures contractuelles, il y a des mesures pour gérer les relations avec son bailleur, etc. Donc, je pense que ce n'est pas opportun pour moi là, de les détailler toutes parce que l'idée, ce n'est pas du tout de faire une présentation magistrale, mais c'est de poser les bases, que vous ayez un petit peu le panel des différents sujets dont on peut discuter et que s'il y en a un ou plusieurs que vous souhaitez approfondir, vous le fassiez au travers du chat. Je pense qu'il y a un autre pan qui est intéressant pour ceux qui sont en recherche de financement, que ce soit au travers de financement corporate, au travers de fonds de venture, ou que ce soit même auprès d'établissements de crédit. J'ai énormément discuté ces dernières semaines avec ces différents acteurs et je pense que ça serait aussi intéressant de partager le nouveau prisme, la nouvelle grille de lecture post-Covid. Alors, on dit post, on le vit, mais on est déjà dans l'après. Et la nouvelle grille de lecture des investisseurs, est-ce qu'ils regarderont quel sera quels seront les nouveaux critères qui seront ajoutés à leur décision d'investissement. Je pense que c'est aussi un élément sur lequel il y a pas mal de choses à dire. Voilà. Isabelle, peut-être un regard. Bon, donc je vais peut-être remettre un peu dans le contexte. Donc, Patrick a parlé d'Isaïd. Donc, Isaïd a été créé il y a un peu plus de 3 ans. Donc, c'est une plateforme socialement responsable qui donne du travail digital à des jeunes femmes sous forme de complément de revenus pour leur permettre de réaliser un projet professionnel comme
continuer à reprendre ses études ou devenir entrepreneur. Donc, on prend des projets digitaux, on les découpe en micro-tâches. La plateforme les découpe en micro-tâches. C'est du crowdsourcing, on appelle la foule, le crowd. Ces jeunes femmes se connectent sur la plateforme. Sur la plateforme, ils choisissent les projets sur lesquels ils souhaitent travailler en fonction de leurs compétences et appétences. Donc, par nature, Isaïd, déjà, c'est une boîte de télétravail. Les 1000 personnes qui travaillent aujourd'hui pour nous sur 26 pays et 3 continents ne sont pas dans des locaux, puisqu'on n'a pas de locaux dans les pays, mais travaillent de chez elles, au cyber, etc. Donc, c'est vrai que l'impact de se confiner, même dans les pays africains ou asiatiques, n'a pas été un challenge pour nous. Au contraire, on a même récupéré du travail d'autres fournisseurs qui, eux, ont dû fermer boutique temporairement pour couvrir les besoins opérationnels. Au sein d'Isaïd, on est une équipe de 15 personnes. Comme l'a dit Guillaume, opérationnellement, on sait très bien travailler de façon virtuelle. Tous les jours, on se fait du Meet, la solution Google pour se parler. On se voit tous. On arrive même à faire des vidéos à travers Meet parce qu'on a un rituel tous les mois. On récompense la personne qui a le mieux travaillé dans la communauté. Donc, normalement, on fait une petite vidéo. Ben là, on le fait avec Meet. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose en termes de lien social. Donc, moi, de ce que je souhaite partager, c'est plusieurs choses. Oui, il y a plein de choses qui sont mises en place pour soutenir l'activité des entreprises. Isaïd, aujourd'hui, n'est pas directement par cette. Cependant, nous avons quand même décidé de faire tout ce qu'il fallait pour protéger la trésorerie, parce que personne aujourd'hui peut dire ce qui va se passer en septembre et à la fin de l'année. Et donc, je pense qu'il va falloir être très, très prudent sur le futur. Donc, nous, ce qu'on a fait, dès le départ, on a demandé un PGE, donc le prêt bancaire, le prêt garanti État, qui est couvert à 90% par la BPI. On a demandé à nos 2 banques et on a d'ailleurs eu la réponse hier après-midi, donc avec un accord de ces 2 banques. Et ensuite, le processus, il est très rapide. Une fois que vous avez l'accord de la banque, vous allez sur le site BPI, vous donnez un numéro et normalement, l'argent arrive sur votre compte dans les 1 ou 2 jours. C'est ce qu'en tout cas le banquier a dit. Je sais que parfois, pour certaines entreprises, dans les startups, c'est plus compliqué. Moi, je pense que ça se revient à la relation qu'on a avec son banquier. On a quand même pas mal de documents et donc, nous, on est avec la BPRI. La BPRI, elle ne prend pas beaucoup de dossiers par jour. Donc, c'est vrai que c'était un peu frustrant pour nous parce qu'entre l'instant où on a déposé le premier dossier avec la Trésor sur 18 mois pour montrer quel était l'impact du Covid, on a eu une réponse 4 semaines après, alors qu'on a une super relation avec notre banquier. Je crois que dans la BNP, LCL, ils en traitent beaucoup plus. Après, ils vont regarder si vous avez beaucoup de flux avec eux, etc. Donc, j'encourage l'entreprise à utiliser tous les mécanismes parce que pour moi, ce qui est important, c'est 1, de préserver la trésorerie, 2, c'est de se mettre dans les scénarios worst et moins worst. Donc, nous, on a fait plusieurs versions de business plan sur une version très catastrophique et un peu moins catastrophique. Et puis, en fait, il y a plein d'endroits où on peut économiser, se focaliser sur son core business et économiser. Par exemple, nous, on utilise énormément de logiciels SaaS. On utilise Pipedrive, on utilise un traducteur pour nos sites Wiglo, on utilise bien sûr Google, on utilise Phantom Buster et Mailchimp pour envoyer le mailing. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'entreprises, Pipedrive, Mailchimp, qui font des réductions ou même des gratuités pendant 1 ou 2 mois. Donc, autour des 10-15 logiciels qui représentent quand même beaucoup d'argent pour nous chaque mois, et bien, juste en demandant qu'est-ce que vous faites sur le Covid, eh bien, c'est je reporte 2-3 mois ou je fais 30% de réduction. Et donc, ça aussi, il faut vraiment regarder. Sur la partie humaine, je pense qu'on dit toujours la transformation digitale, c'est 3 axes. C'est le people, le process et l'IT.
comme Patrick l'a dit, je suis une ancienne DSI et c'est toujours facile de taper sur l'IT quand la transformation digitale ne se fait pas. Mais en fait, l'IT, même le plus nul des IT, il va faire ce qu'il faut pour que ce soit transformé d'un point de vue technologique. En fait, ce qu'on oublie tout le temps, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place la meilleure structure technologique avec les meilleurs processus. Si les gens ne sont pas prêts à se transformer, eh bien, c'est flip-flop. Et en fait, je crois qu'il va falloir vraiment se focaliser sur les équipes, avoir de l'empathie et reconnaître que tout le monde n'est pas à la même échelle pour peut-être revenir au travail, pour peut-être appréhender les choses. Ce qui a été positif dans ce télétravail forcé pour certaines entreprises, c'est qu'elles ont vu que, en fait, elles ont été obligées et que la base du télétravail, c'est quand même la confiance. Et donc là, c'est super parce qu'elles ont vu que ça, quand même, ça marchait et qu'il y avait une certaine discipline de la part des employés. Et donc, je pense que je ne peux pas imaginer que l'entreprise de demain, les gens qui potentiellement faisaient 2-3 heures de transport ou qui n'ont pas envie de se retrouver dans le métro ou dans le RER, je ne vois pas comment imaginer que demain, ils vont reprendre comme avant. Donc, je pense qu'il va falloir intégrer dans l'entreprise de demain une partie de télétravail officiel. J'entendais ce matin, j'étais très surprise, sur Radio Classique, que Renault, donc le constructeur, a dit qu'il allait mettre en place de façon officielle le télétravail, bien sûr pas dans les usines, mais et donc Renault, c'est quand même un gros bastion français, assez quand même ancien dans sa façon un peu de gérer. Et donc là, je trouvais vraiment que c'était une super approche. Et donc, avoir de l'empathie pour ses employés. Nous, en ce qui nous concerne, on a décidé qu'on ne reprendrait pas le travail au plus tôt début juin, que ce serait à la discrétion de chacun de se sentir confort ou pas confort de revenir au travail. Et en fait, on a intégré une politique beaucoup plus cadrée du télétravail. Bon, déjà, c'était chez nous quelque chose qu'on faisait, mais bon, pour s'organiser, pour pas que ce soit non plus trop chaotique, parce qu'on est vraiment convaincus que demain, eh bien, cette notion d'urgence, d'être tous ensemble, je pense qu'on va se focaliser sur les bonnes choses et on ira au bureau quand on aura des réunions, il faudra brainstormer, c'est quand même plus sympa que de brainstormer à travers le visio. Mais quand on doit faire de l'email, quand on doit coder, quand on doit écrire un cahier des charges, on est aussi bien chez soi, installé dans un endroit tranquille pour mieux se concentrer. Merci Isabelle. Pour revenir à ce que tu disais, Guillaume, je vais tenter, parce que c'est la première fois que je le fais, je vais tenter un petit sondage pour revenir au point que tu évoquais et que Isabelle a repris d'ailleurs sur l'utilisation des dispositifs qui sont en place. Donc, si vous me donnez un instant, je vais publier un sondage. Voilà. Pendant que les gens, peut-être, Patrick, pendant que les gens répondent au sondage, une réaction, deux réactions à ce que vient de dire Isabelle, en terminant par la fin. Évidemment que ça va changer les modes de fonctionnement, ça va changer le mode de management, la compréhension, et ça accélère en fait la transition technologique à marche forcée, parce que quand Renault est contraint et forcé de se mettre à la page et de proposer le télétravail, ça favorise l'adoption d'outils technologiques. Donc, il faut aussi le voir comme une chance, à la fois parce que ça rend plus facile la mobilité et puis parce que ça accélère l'adoption d'un certain nombre d'outils technologiques. Sur la première partie, ce qu'a dit Isabelle, elle parlait du PGE, du prêt garanti par l'État dont a bénéficié Isaïd. Je pense que c'est intéressant de ne pas avoir peur d'aller voir son banquier et de pousser, et pas aussi de se dire que c'est pas pour soi, parce que il y a des dispositifs à tous les échelons. Les prêts garantis par l'État, ils fonctionnent très bien pour les sociétés qui ont du chiffre d'affaires et qui sont rentables. Il ne faut pas se dire, moi, je suis plus petit, je suis en phase de recherche et développement, j'ai le droit à rien. Non, il y a des dispositifs, et quand je parle de ça, je pense notamment à certains dispositifs BPI et notamment au prêt à tout, qui est un prêt, en réalité, sous forme de equity, quasi-equity, c'est-à-dire que c'est des obligations convertibles. Et la BPI veut essayer de jouer le rôle de déclencheur de levée de fonds. C'est-à-dire qu'elle se dit,
les très petites startups, ou en tout cas celles qui sont en série A, qui ne sont pas forcément rentables, qui ne sont pas capables de présenter un chiffre d'affaires parce que c'est le stade de développement, elles n'ont pas accès au marché du crédit bancaire parce que c'est trop compliqué et trop risqué. Et elles se disent, les fonds de venture ont encore de l'argent à investir parce que les levées de fonds qui sont intervenues avant la crise, dont on parlait tout le temps de montants records. Quand je parle des levées de fonds, je parle des levées de fonds des fonds d'investissement, pas de l'investissement de ces fonds dans les sociétés. Donc, les fonds ont encore énormément d'argent à déployer et vont devoir le faire dans les 2-3 années qui viennent. Donc, il y a encore beaucoup d'argent à investir et bien sûr que la grille de lecture est un petit peu plus difficile et les critères sont probablement resserrés sur des valorisations, on en reparlera, peut-être un petit peu dégradées de manière rationnelle ou irrationnelle, mais l'objectif de la BPI aujourd'hui, c'est de faire basculer ces levées de fonds qui étaient en cours ou qui n'arrivent pas à se concrétiser parce qu'il manque 1 ou 2 investisseurs. Et donc, je parlais tout à l'heure, par exemple, du prêt à tout. Il y a également un dispositif qui s'appelle le fonds Frontier Venture, qui est un dispositif de la BPI où elle met à disposition des fonds pour faire du co-investissement jusqu'à hauteur de 50% à côté de fonds d'investissement, que ce soit des corporates ou des financiers. Donc, il y a vraiment une volonté de continuer à alimenter l'investissement qu'on appelle très early stage pour permettre à certaines startups de passer la crise. C'est-à-dire que c'est des investissements, et là je reviens sur le prêt à tout, qui sont construits pour gérer des besoins de trésorerie. C'est-à-dire que ça répond vraiment à de l'urgence de BFR aujourd'hui et ça ne sera pas forcément une lecture de levée de fonds classique où on regarde à quoi va servir l'investissement à 3 ans. C'est vraiment pour faire le dos rond, passer la crise. Donc, je pense que le message à faire passer, c'est il ne faut pas se dire je suis trop petit, je suis trop grand, il n'y a pas de dispositif adapté. Le gouvernement a plutôt bien fait les choses et pour ce qui est des initiatives publiques, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'initiatives privées dont on pourra parler, mais il y a à peu près un dispositif pour toutes les situations. Alors, moi, j'ai eu pas mal de… Pendant que tous les deux vous vous exprimiez, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Alors, je vais remonter d'un cran, mais en fait, elle est liée à l'aspect tant managérial que juridique, mais sur le plan plutôt social. La question qui t'était posée, Isabelle, mais je pense que Guillaume, tu as un point de vue dessus aussi, c'est quel cadre juridique mettez-vous, si vous en mettez un, sur le télétravail, sachant qu'en France, la technologie du télétravail, elle existe depuis extrêmement longtemps. En revanche, le cadre réglementaire a été extrêmement lent à évoluer. Et en plus, l'application dans les entreprises, on a évoqué une grande entreprise française, a été encore plus lent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que vous faites pour mettre en place un cadre, ou est-ce que vous ne mettez pas de cadre spécial et on continue comme ça? Et Guillaume, est-ce que tu vois de ton côté aussi des choses qui sont en train de bouger, les lignes sont en train de bouger? Et Isabelle, déjà, ton expérience, toi. Et donc, évidemment, nous, je vois les questions, est-ce qu'on a fait des discussions avec les IRP? Il n'y en a pas chez nous, hein, donc on est 15, il y a 10 employés et 5 stagiaires, donc il n'y en a pas. Non, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis au point, c'est une charte. Cette charte, elle explique que quand on fait du télétravail, ben, c'est pas, par exemple, à 9 h du matin, je me réveille et puis, je sais pas, peut-être que je suis fatiguée aujourd'hui et je me dis, bah, j'ai pas envie d'aller bosser. Et donc, tout d'un coup, tout ce qui a été prévu potentiellement en meeting physique, ben, je décide de pas venir. Donc, on a mis une charte qui dit qu'on prévient à l'avance qu'on va faire du télétravail. Qu'on s'arrange ne pas faire du télétravail sur certains jours. Donc, nous, on a un rituel, c'est lundi matin. C'est 2 heures de rendez-vous avec toute l'équipe où on partage les activités futures de la semaine, etc. Là, on a envie que tout le monde soit là. Donc, pas de télétravail le lundi. Pas de télétravail le vendredi parce qu'il y a une réunion BizDev qui est très importante et c'est quand même plus facile. Et ensuite, la charte, c'est quand on est en télétravail, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je répète aux équipes que quand on n'est pas devant les personnes, et encore plus visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous, on utilise des outils comme Slack, qui sont une sorte de messagerie instantanée. Et on est on sur Slack. Et si potentiellement, on va faire une course dans la journée, parce que
ça aussi, c'est le télétravail, c'est-à-dire que potentiellement, on va aller faire une course à 11 heures du matin. Pourquoi pas? Nous, on est OK avec ça. À la fin, il faut atteindre ses objectifs, pas d'être devant son ordinateur. Eh bien, on prévient. On a toujours son portable. Donc, on est surcommunicant, survisible à travers Donc, pour nous, c'est un peu ça la charte, c'est-à-dire c'est quand tu peux faire, comment tu préviens et comment tu interagis quand tu n'es pas en physique avec les autres. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est 2 pages. Bon. On est une petite équipe, donc c'est beaucoup plus simple pour nous, évidemment. Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a effectivement 2 aspects dans la question. Il y a un aspect managérial et un aspect plus juridique. C'est très intéressant ce que dit Isabelle parce que sur l'aspect managérial, ça pose évidemment d'énormes défis. Et je pense que ce qui est important, c'est de créer très rapidement dans l'équipe. Je le vois à mon niveau parce que nous aussi, on a des équipes à gérer. Ce qui est important, c'est d'avoir en réalité une sorte de pacte de responsabilité. Et ce pacte de responsabilité, on le nourrit, on le maintient en étant, je suis assez d'accord, hyper communicant. C'est-à-dire que on montre qu'on est là, on dit quand on est là, on dit quand on n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est 100 fois plus disponible que d'habitude. Parce qu'il y a à la fois une crainte du côté des salariés, des collaborateurs, d'être fliqués, pardon pour le terme, mais en tout cas de devoir répondre à tout moment. Et puis, il y a une crainte énorme du point de vue du management qui est de perdre dans la nature des équipes, pas parce qu'elles n'ont pas envie de travailler, mais parce qu'elles sont démotivées, parce qu'on a perdu du lien. Donc, c'est fondamental d'avoir des points d'étape et de créer cette espèce de réflexe, moi j'appelle ça un pacte de responsabilité, où chacun dit quand il est là, quand il n'est pas là, se manifeste, et puis on a des points d'étape. Et je pense que ça encourage beaucoup un mode de fonctionnement vertueux qui est le basculement de la culture présentielle qu'on connaissait il y a des dizaines d'années vers une culture plus du résultat, où c'est ce que dit Isabelle, ce qui compte, c'est l'atteinte des objectifs, de délivrer le produit, le service, l'attente en temps et en heure. Et ça, il y a un vrai basculement et on le voit, nous aussi, dans le mode de fonctionnement des avocats. Pour la partie juridique, effectivement, la France était un peu à la traîne. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec les différentes ordonnances qui sont passées depuis le début de la crise, c'est que la mise en place du télétravail est en fait devenue obligatoire lorsque elle est possible. Juridiquement, pour répondre à une question qui peut être posée, c'est que la mise en place du télétravail, elle ne nécessite pas d'accord préalable des salariés. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui une modification qui est considérée comme nécessitant l'accord du salarié et comme devant donc faire l'objet, par exemple, d'un avenant au contrat de travail. En revanche, j'ai entendu peut-être une question pour ceux qui ont des instances représentatives du personnel, pour tout ce qui est des grandes orientations, des modifications, de la mise en place d'outils qui peuvent être des outils de reporting, où on va vous demander de dire quand vous êtes connecté, quand vous n'êtes pas connecté. Là, la recommandation, c'est évidemment la consultation et l'information préalable du CSE lorsque vous en avez un et la discussion avec les différents collaborateurs qui vont utiliser ces outils. C'est à la fois une obligation légale et en réalité, c'est une bonne pratique parce que ces outils, ils sont bien utilisés que si ils sont adoptés et approuvés par l'ensemble parce que je pense que ça aussi, c'est important de le dire, c'est aussi un outil de libération. Et c'est quand Isabelle disait que la réalité du télétravail, c'est aussi d'aller faire ses courses dans la journée, il n'y a rien qui… moi, je vois rien de mal à ça et c'est très bien. Et c'est aussi la flexibilité qu'offre le télétravail. Donc, c'est vraiment un équilibre savant qui se trouve, à mon avis, pas immédiatement, mais à trouver. Voilà. Et je voulais juste rajouter aussi que sur les règles du télétravail de bon fonctionnement, ce qui a été aussi partagé avec nos équipes, c'est que encore plus quand on fait du télétravail, la notion de l'écrit est importante. C'est-à-dire que nous, on a des outils comme je dis, un CRM, Pipedrive, etc. Ça embête tout le monde
de marquer qu'on a appelé le client qui ne pourrait pas revenir sur telle et telle décision ou je ne sais pas quoi. Et comme on n'est pas là à côté en disant, tiens, en fait, j'ai appelé Trucmuche, tu sais, il va nous rappeler ou nous envoie le devis signé, tata, eh bien, il faut l'écrire. Et donc ça, par contre, avec Philippe, on est très pushy sur les équipes, c'est-à-dire comme on est un peu loin, moi, à tout moment, je dois pouvoir aller dans l'outil principal et me dire, tiens, où est-ce qu'on en est du statut? Parce que je ne peux pas demander comme ça. Bon, alors, je peux faire un Slack, mais c'est moins facile. Eh bien, il faut vraiment écrire parce que ça permet une fluidité dans le partage. Ça, je pense que c'est un shift qu'il faut bien prendre en considération. Guillaume, pour revenir à ce que tu disais, et qui d'ailleurs est illustré par l'activité d'Izeit, tu as utilisé le mot prisme, prisme d'évaluation pour les investisseurs. Et comme on a beaucoup de personnes qui sont dans des startups et même certaines extrêmement early stage, évidemment, il y a l'angoisse qui est, oui, certes, il y a de l'argent, mais est-ce que ma startup va pouvoir bénéficier de l'argent qui existe dans les fonds? Alors, à ton avis, vous aviez à vous deux, c'est quoi les prismes qui vont être appliqués dorénavant? Alors, il y a le premier degré de lecture qui est le plus évident, c'est celui de la résilience sectorielle à une crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on va intégrer dans les critères d'investissement, est-ce que le type d'activité concernée est extrêmement impacté par une crise sanitaire de type Covid. Donc ça, c'est le premier degré de lecture qui est assez évident. Et celui-là, c'est assez difficile de le changer, de le transformer complètement quand malheureusement on déploie son activité dans le secteur. Ça ne concerne pas forcément beaucoup de présents aujourd'hui, mais du tourisme, de l'hôtellerie, etc. Bon, ça, c'est le premier degré, mais ça peut concerner tout le monde. Le deuxième degré de lecture, c'est celui de la résilience par l'adoption d'un certain nombre d'outils et d'un mode de fonctionnement. C'est-à-dire, d'abord, être capable de démontrer quand on va voir son investisseur qu'on a su profiter de la crise, on a été un bon élève, on a très bien géré sa trésorerie, on a très bien managé la crise parce qu'on a mis en place tout de suite un travail à distance et qu'on a su en réalité peut-être profiter de cette crise parce que les débouchés commerciaux étaient fermés, se concentrer sur l'innovation et avancer sur de la R&D dans laquelle on n'a pas le temps de le faire. Donc ça déjà, on tire de la crise un message positif. Et puis, c'est un deuxième aspect, celui-là, qui est fondamental, c'est de montrer que si ce n'était pas le cas avant la crise, on a transformé son modèle sur un modèle plus résilient et je pense notamment au raccourcissement de chaînes de valeur. J'ai entendu plusieurs investisseurs poser la question de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous êtes dépendant d'une chaîne d'approvisionnement très longue qui fait que vous êtes en flux tendu, vous vous approvisionnez dans un pays, par exemple la Chine, que dans les 2 mois là, qui se sont écoulés, il y a des productions qui se sont arrêtées. Et puis, il y avait des sociétés en France qui étaient encore en mesure de produire parce qu'on n'était pas en confinement et que tout pouvait se passer. Mais parce que l'activité et leurs sources d'approvisionnement étaient moins maîtrisées et trop loin, elles étaient contraintes de s'arrêter. C'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que ça va aussi encourager un mouvement, et on en parle beaucoup, finalement, de relocalisation et de raccourcissement de la chaîne de valeur dans le mode de fonctionnement. Et donc, tous ces sujets, il faut être capable de les présenter de manière proactive pour préempter les questions. C'est-à-dire que je pense qu'il faut réviser les différents decks, les slides, le message, toutes les communications qui sont destinées à la fois aux clients, parce que je pense que les clients vont regarder ça, parce que c'est important, et les investisseurs. Moi, je suis… Vas-y, non, je vais juste rajouter un point là-dessus parce que j'ai lancé la question sur la startup, mais en fin de compte, ce que tu viens de dire, Guillaume, c'est vrai pour quelque entreprise, quelle qu'elle soit. Là, la structure managériale va être différente, il y a une gouvernance qui est différente, mais c'est quoi? C'est une évaluation du risque, hein, c'est ce qu'on a dans les conseils d'administration, un comité de risque, et ça repose cette question. Et peut-être d'ailleurs, et je vais te repasser la parole, Isabelle, là-dessus, parce que les entreprises dites plus anciennes, si je puis dire, elles ont certainement beaucoup à apprendre de cette agilité intellectuelle que mettent en place les startups, un peu contraintes et forcées, pour se rendre effectivement plus appréciables de la part d'investisseurs actuels ou futurs.
Moi, je voulais juste rebondir sur ce que Guillaume disait sur la partie résilience et adaptation de la situation. Bon, nous, on a eu beaucoup de chance. On a clôturé notre levée de fonds un mois avant le Covid. Donc, je fais partie d'un groupe de start-up, le Galion, et je peux vous dire que pour ceux qui étaient au moment de clôturer et que c'est tombé, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous, on est passé juste avant la vague. Mais ce que nous disent l'écosystème de notre entourage, c'est que bah, les investisseurs vont vraiment regarder bah, comment vous êtes passé par la crise. L'équipe a toujours été quelque chose de super important hein, quand on va investir dans une start-up, mais là, ça va être encore plus, c'est-à-dire comment tu as manœuvré ton bateau. Évidemment, se projeter, est-ce que ton business model, il est opérable dans un autre Covid X? Parce que je pense que malheureusement, il va falloir s'habituer d'une certaine façon à vivre avec un virus ou le virus. C'est beaucoup d'études montrent que malheureusement, ça peut revenir et un peu comme la grippe, chaque année, on a un vaccin, mais ça revient quand même, etc. Et donc, oui, voilà. Et je pense que ceux qui avaient peut-être un business model est un peu moins fort, enfin en tout cas c'est eux qui disent, bah, ceux-là vont avoir plus de mal à passer la barre parce que la sélection va être beaucoup plus dure, quoi. Ouais. Alors, on entend effectivement des histoires pas très sympathiques de quelques investisseurs qui la jouent pas correct en ce moment. À l'inverse, on constate aussi qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont en phase de closing et les closings se font tant des sorties que des levées. Ce qui est dit ici, c'est effectivement probablement encore plus vrai aujourd'hui, c'est l'importance d'une équipe extrêmement résiliente, d'un projet. Je vois des questions concernant aussi la rentabilité, peut-être à moins long terme et à plus court terme. Des demandes de rentabilité plus court terme. Oui, alors ça c'est possible. Parce qu'effectivement, le prisme a changé aussi sur effectivement peut-être des horizons moins lointains. C'est toujours le cas lorsque l'on est en période de crise. Pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est que oui, il y a un certain nombre d'investisseurs qui se sont mal comportés au profit de la crise, mais enfin, ça reste une toute petite minorité, je pense. Et donc, la crise, c'est effectivement l'occasion aussi, pour ceux qui ont déjà fait des levées de fonds, de mesurer la qualité de l'accompagnement, parce que c'est toujours dans ces moments-là qu'on voit qui on a à son tour de table. Je sais que pour avoir beaucoup discuté avec eux, la plupart des fonds se sont énormément mobilisés pendant le premier mois suivant la crise pour faire l'accompagnement de leur société en portefeuille, pour les aider. C'est là que on voit si on est content d'avoir un investisseur de qualité qui apporte de la valeur ajoutée, qui est présent au board, va poser les bonnes questions, va apporter du soutien. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire le tri dans ceux qui, alors malheureusement, c'est difficile quand on doit le vivre, hein, évidemment, hein, je dis ça avec un regard extérieur, mais c'est aussi l'occasion de faire le tri entre les fonds qui jouent le jeu et ceux qui ont profité de la crise pour renégocier des term sheets avec des termes et conditions qui sont complètement hors marché. Mais je le répète, c'est une toute petite minorité et la très grande majorité des fonds qui sont des fonds professionnels et qui savent que une réputation se perd en une journée alors qu'elle se gagne en plusieurs années, n'ont absolument pas pris ce risque et aiment les entrepreneurs. Ils ne sont pas là pour profiter d'une crise pour faire un bon coup. Je ne sais pas si vous l'avez vu et peut-être pour l'un et pour l'autre, parce que vous êtes, comme tu l'as dit Guillaume, des managers, outre être un avocat, tu es manager, et Isabelle bien sûr en parlait. Il y a plusieurs questions, je reprends ce que disait Clarisse il y a quelques minutes. Il y a des questions autour du stress qui est créé auprès des collaborateurs qui ne seraient pas encore aujourd'hui habitués à travailler sous cette forme-là, et aussi comment est-ce qu'on gère effectivement certaines demandes qui sont pour avoir où est-ce que j'en suis du forfait jour, est-ce qu'on peut m'imposer de le faire. Il y a cette à la fois double question, stress, inquiétude, presque être forcé de le faire. Comment vous appréhendez ça et quelles seraient vos recommandations en fait à nos participants?
Je laisserai Guillaume sur la partie plus légale parce que, bon, moi, là encore, je ne suis pas une juriste. Forfait jour, tout ça, bon, je ne sais pas quelles sont les règles officielles ou pas officielles. Mais je vais juste revenir sur un message qui a été dit que ça épuisait les salariés de surcommuniquer. Alors, je ne sais pas ce que les deux personnes veulent dire là-dessus. Quand on dit surcommuniquer, c'est pas tous les quarts d'heure, salut, je suis là, je suis en train de travailler, t'inquiète pas, etc. C'est pas de ça. En tout cas, quand j'ai dit surcommuniquer, c'est se rendre visible et c'est être transparent dans sa façon d'être dans la journée. Quand vous êtes au bureau, en tout cas, je vois bien dans une petite équipe, quand quelqu'un s'en va, je ne sais pas, faire quelque chose, à part la pause déjeuner, bah, il va dire, tiens, je vais faire une course, etc. Et on le sait. Quand on est en télétravail, on ne le sait pas. Donc, bon, c'est pas le bon moyen pour échanger, mais moi, ça m'intéresse de savoir en quoi cette surcommunication peut épuiser le salarié. Moi, je pense que ça peut être stressant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du télétravail. Ça peut être stressant parce que loin des yeux et loin du cœur, et potentiellement pour un salarié, et là je prends ma casquette plus start-up, mais ayant travaillé dans des grands groupes, quand vous êtes dans un grand groupe et que quand même la relation hiérarchie est quand même assez importante et que, on le sait tous, hein, c'est quand même le chef qui à la fin décide un peu de votre futur, même si je caricature, mais quand même, ça peut être, je pense, en effet stressant pour le salarié de se dire, tiens, comme je ne suis plus proche de mon supérieur hiérarchique, comment il va voir mon travail, comment il va m'évaluer, comment il va penser, qu'est-ce qu'il va penser de moi, parce que vous n'avez plus cette relation humaine. Bah là, moi, j'ai envie de dire, bah, c'est aussi au manager, au hiérarchique, de faire l'approche vers son employé. Moi, je me rappelle, avant le Covid, quand je travaillais chez Dell, j'avais toutes mes équipes qui étaient hors de France. Donc, j'avais personne à Paris. Bon, je passais beaucoup de temps à Londres. Et moi, je faisais le virtual coffee. Donc, c'était dans les années 80, début 2000. C'est quoi le virtual coffee? C'est j'appelle quelqu'un pendant 15 minutes. On se retrouvait à la machine à café. On parle de tout sauf du projet, du boulot. C'est comme le matin, on dit tiens, t'as passé un bon week-end, qu'est-ce que t'as fait, etc. Et ça, je pense qu'il va falloir apprendre. Et si l'employé il a plus de mal, bah, c'est au manager, au leader de faire l'effort. Donc, sortir un peu de sa coquille, de prendre le téléphone, tiens, ça va, tout se passe bien pour toi. Enfin, garder justement ce lien, même si c'est juste par téléphone ou par visio, parce que oui, ça permet de un peu de stress. Enfin, en tout cas, c'est ma vue, quoi. Deux réponses rapides. La première, c'est qu'il faut distinguer télétravail dans les conditions actuelles et télétravail dans des conditions un peu plus ouvertes, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants qui ne sont pas gardés, évidemment que c'est extrêmement stressant, difficile, et puis il y a un contexte global qui est anxiogène. Donc, il faut se dire que c'est une chance, que ça nous apprend à télétravailler, mais que on le fera probablement à l'avenir dans des conditions qui sont plus favorables et moins stressantes. Une deuxième partie de la réponse, qui est une partie plus juridique, j'ai vu effectivement sur le chat un certain nombre de questions qui sont des questions plus de droit social. Pour ce qui est du forfait jour, évidemment, lorsque je disais qu'on est dans un pacte de responsabilité, il ne s'agit pas de pointer et il ne s'agit pas de mettre en place des outils technologiques qui vont contrevenir au principe qui s'applique au cadre, à ceux qui sont au forfait jour et qui est précisément une organisation plus libre du temps de travail et sans reporting et sans pointage. Donc, c'est là où je pense qu'on est en train de défricher et qu'il y a un vrai challenge pour ceux qui s'occupent du droit social et des RH, c'est qu'il faut à la fois responsabiliser les gens et leur donner les réflexes d'indiquer quand ils sont présents ou pas présents, mais il faut effectivement être très prudent sur la mise en place des outils qui ne doivent pas conduire à contrevenir ou à violer des règles de droit du travail ou à imposer aux gens de santé, alors que précisément, c'était pas le mode de fonctionnement. Donc, effectivement, c'était un point que je voulais clarifier. La démarche doit être une démarche de responsabilité et pas une démarche de contrainte.
Je vois que il est 11h47. La promesse était de nous arrêter maintenant. Cependant, pardon, si les participants ont encore un point particulier à adresser à Isabelle et Guillaume, peut-être le faire maintenant ou le garder pour le faire offline. On vous communiquera les coordonnées. Isabelle, si tu veux bien aussi qu'on communique tes coordonnées, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, je pense, qui sont à échanger. Et Guillaume, il y avait aussi d'autres questions peut-être plus spécifiques. Voilà. Mais déjà, avant de se quitter, est-ce qu'il y a des points particuliers qui pouvaient remonter? J'aime bien les commentaires de Thierry qui dit pratiquer la méditation, respirer 15 minutes entre chaque tâche. Je suis tout à fait d'accord. Quand on est en télétravail, moi je le vois moi perso, hein, je suis là, je suis assise à mon bureau et potentiellement je me lève pas. Et donc ça, c'est pas bon. Donc oui, il faut aussi apprendre à avoir une bonne hygiène de vie. Alors bon, je sais pas si la méditation est la solution, mais certainement peut-être une solution. En tout cas, on l'a bien vu avec le Covid, parce que là, on a été forcé de faire ça pendant 5 jours au début. On savait pas très bien s'organiser, c'était un peu… Et donc, je pense qu'il va falloir intégrer dans l'emploi du temps, et l'emploi du temps va jouer un rôle important, de se focaliser sur les choses urgentes, importantes, etc. Pour que, en fait, s'organise de tirer le meilleur du télétravail qui est, c'est quoi? C'est pouvoir se focaliser, être tranquille pour réfléchir dans un univers qui est le nôtre, potentiellement d'avoir cette flexibilité qui est, je pense, hyper importante, de se dire, tiens, il y a des choses que je ne pouvais pas faire parce que je partais le matin à 8h, que je rentrais le soir à 19h et que tout était fermé. Ben voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis capable d'aller chercher mes affaires à la teinturerie en milieu de semaine parce que c'est ouvert, etc. Mais pour que ça ne dérape pas d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire trop travailler comme des malades et en fait, on ne fait plus rien, ou alors trop faire de choses perso et ça va demander une grande organisation. Mais là encore, je pense que ce soit petit groupe ou grand groupe, en tout cas, les grands groupes ont un rôle à jouer, ont plus de force au niveau des formations, d'encadrement. Il va falloir éduquer les personnes. C'est un autre mode, c'est se retrouver tout seul face à son ordinateur, même avec les outils de communication. C'est un autre mindset. Et toute transformation humaine, elle ne se fait pas en un jour. Donc, il va falloir habituer, répéter et encadrer. Pour moi, ce serait un peu ma vision. Un point final sur l'aspect financement, Guillaume, puisque ça peut être quand même l'un des gros soucis. Oui, il y a un aspect, parce que j'ai vu passer un certain nombre de questions sur les dispositifs pour les plus petites structures. Il y a effectivement, j'en ai pas parlé, mais ce qu'on appelle le prêt rebond, qui est un prêt de petite somme, parce que j'ai vu que pour certains, le prêt à taux était fermé, qui sont des sommes qui vont de 10 000 à 300 000 euros sur des enveloppes très ponctuelles et plutôt faciles à obtenir, et qui sont pilotées par les régions. Et puis, le dernier élément de réponse, je vois une question qui a été posée sur la capacité à faire une levée de fonds. Il ne faut pas hésiter aussi à aller voir du côté du fonds qu'on appelle le fonds Frontier Venture 3, qui est un nouveau fonds BPI avec une enveloppe de 80 millions qui est dédié à un investissement aujourd'hui, là, dans les semaines qui viennent, sur des tickets maximum de 5 millions en co-investissement avec d'autres financiers. Donc, il faut pas se dire qu'on est trop petit, qu'il n'y a plus de dispositifs disponibles. Les prêts à tout, moi, ce que j'entends, c'est qu'on arrive au bout de l'enveloppe. Prêt rebond, il y en a encore. Avec Fonds Frontier Venture, je ne crois pas, à ma connaissance, que le premier deal ait été closé parce que le dispositif vient d'être mis en place. Donc, il faut y aller et il faut continuer à solliciter la BPI. Je crois que ça, c'est un message très important, Guillaume, à l'égard des startups. J'ai la chance de travailler pas mal d'entre elles, c'est de s'autoriser à oser aller demander. Mais c'est aussi ce que disait Isabelle, autorisez-vous à demander, tu parlais de logiciels dont on a un certain nombre, allez demander. Le risque, c'est d'avoir un refus. Et de même, lorsqu'on est dans son processus de levée, la même chose. Maintenant, si l'entreprise est plus mature, c'est évident que les experts comptables jouent un rôle très important parce qu'ils informent beaucoup
pour les entreprises de taille petite et moyenne, leurs clients et les directions financières, accès après. Mais c'est effectivement, il y a énormément de dispositifs et il convient de les activer à sa mesure. Qu'on est en phase très très early stage, friends and family, pré-série A, what else, ou beaucoup plus importante. Et après, il y a effectivement tout l'aspect que vous avez évoqué tous les deux, de manager le business avec un prisme nouveau, avec des pratiques nouvelles. Et c'était très intéressant de vous écouter. Je vous propose de nous arrêter là. J'espère que cette session vous a intéressé toutes et tous. C'était une première pour nous. Si votre retour est positif, nous en ferons d'autres. Si vous voulez intervenir, venez adhérer à l'association, votre entreprise adhère et ce retour d'expérience est totalement bienvenu. Et puis surtout, je voudrais remercier à la fois Isabelle et Guillaume qui ont tous les deux des agendas extrêmement chargés, d'avoir pris le temps de venir partager avec nous et de façon très candid, comme on dit en américain, très transparente, et leur à la fois expertise et expérience dans ces moments qui sont évidemment très, très, très particuliers, mais qui préfigurent de quelque chose qui va être certainement différent par la suite. Merci encore et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.